Pendant longtemps, la pensée philosophique et théologique a cherché à réduire la pluralité, en gros, à faire en sorte qu'on se ressemble. Si vous regardez un peu les pensées de Platon, les pensées des philosophes grecs, l'idée c'était de réduire au même, de réduire au connu. Donc cette pensée grecque, on en a hérité de façon inconsciente parfois. L'exemple typique, c'est quand on a commencé, en tout cas nous en France on a pas mal fait ça, quand on a commencé à découvrir des peuples lointains et à les coloniser. Le seul but dans la colonisation, c'était de réduire l'autre à nous. C'était de réduire l'écart. C'était que l'autre nous ressemble. Quand vous lisez encore un livre comme Tintin au Congo, par exemple, c'est interdit au Congo, hein, Tintin au Congo. Vous voyez là une pensée de la réduction au même, très intéressante, et si l'autre n'est pas moi, eh bien, il est sous-moi, quoi. Donc, pourquoi on avait cette idée de réduire toute l'existence à une seule chose, c'est-à-dire à moi, hein, l'Occident a fait ça, réduire toutes les différences pour que les autres nous ressemblent. C'est au fond parce qu'on pensait qu'on était les plus évolués et les plus aboutis. Si je veux que l'autre me ressemble, c'est que j'ai une très belle idée de moi. C'est tout bête, mais c'est quand même assez important. Alors, là, je vous parle de données un peu historiques. Regardez un peu dans notre rapport avec les autres. Très régulièrement, quand l'autre nous embête, quand l'autre nous dérange, on se dit, mais quand même, c'est stupide, pourquoi il ne me ressemble pas plus? On le formule pas comme ça. Mais au fond, on aimerait bien que l'autre soit moins différent de moi. Donc, cette pensée de la mêmeté, elle traverse la pensée grecque, et d'une certaine manière, elle traverse aussi la Bible. Et c'est ça qui pour nous est compliqué. Regardez par exemple le récit de la tour de Babel. Quand vous regardez ce récit un peu froidement, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la pluralité est une punition. Donc ça c'est complexe pour nous, parce que pendant très longtemps, on a lu ce mythe de la tour de Babel en disant, ben voilà, en fait, si on avait été moins orgueilleux, on était tous pareils et c'était très bien. La pluralité est une punition du fait de notre orgueil. Donc, quand vous posez ces bases-là, c'est très compliqué ensuite de voir la pluralité comme une richesse. Parce que vous êtes parti de guingois, quand vous êtes parti de traviole, je ne sais pas comment on peut dire. C'était déséquilibré dès le départ. Et en plus, le récit, quand on le lit, il nous dit qu'une trop grande similitude peut faire des dégâts quand elle est gérée par l'orgueil. Voilà. Alors aujourd'hui, on commence à avoir depuis quelques années des versions différentes de la tour de Babel, des interprétations différentes de la tour de Babel. On commence à lire des théologiens qui nous disent « Ah tiens, mais non, en fait, cette pluralité, ça peut être une richesse » et qu'ils se mettent à interpréter la tour de Babel de façon différente. Voilà. Donc tout ça pour dire que comprendre que la pluralité est une richesse, c'est pas d'emblée acquis quand on est occidental et quand on est chrétien. Donc je fais aujourd'hui le détour par Hannah Arendt. Alors, Hannah Arendt, je l'ai écrit, je crois, c'est écrit sur la feuille, d'accord. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu Hannah Arendt, de nom peut-être. C'est une philosophe d'origine allemande, juive, qui a été obligée de quitter l'Allemagne pendant la guerre, en fait, juste un peu avant, qui était une élève de Heidegger, grand philosophe allemand, et qui est parti, qui a fait toute sa carrière aux États-Unis. Voilà, Heidegger, Martin Heidegger, qui a fait toute sa carrière aux États-Unis et qui a développé une pensée intéressante. D'abord parce qu'elle a vécu dans sa vie des choses un peu fortes, donc elle a été très marquée par ça, et parce que elle est à cheval sur la philosophie, le journalisme. Elle écrit sur l'actualité. C'est quelqu'un d'assez... bon, c'est un peu compliqué à lire, mais c'est quand même quelqu'un d'assez lisible. Elle n'est pas dans les hautes sphères. Vraiment, par exemple, elle a assisté à Jérusalem au procès de Eichmann, en 1960.
et elle retrace le procès pour un journal américain. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment pensé le monde d'aujourd'hui dans sa pluralité. Alors voilà ce que dit Hannah Arendt. Elle dit « Les hommes habitent la Terre au pluriel ». Les hommes habitent la Terre au pluriel. Habituellement, on pense l'humain dans son individualité, dans le fait que cet humain il est unique. Et puis, souvent, on multiplie. On dit « Ah tiens, mais on pense d'abord l'unité et après on multiplie parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on habite, on n'est pas seul sur Terre. » Et Hannah Arendt, elle dit non, les hommes, ils sont d'emblée pluriels. On habite d'emblée le monde à plusieurs. On n'est pas juste unique, comme une île, et après, on regarde, il y a les autres. Non, on est d'emblée au pluriel dans ce monde. Et elle s'appuie par exemple sur le premier récit de la création, le verset de la Genèse qui dit « À l'image de Dieu, il les créa, mâle et femelle, il les créa. » On connaît ce texte. Hein. À l'image de Dieu, il les créa, mâle et femelle, il les créa. Et quand on entend cette phrase, souvent, on réduit la pluralité à la différence de deux sexes. C'est-à-dire qu'on dit, à l'image de Dieu, il les créa, le pluriel, c'est mâle et femelle. La pluralité, c'est quoi? C'est féminin, masculin. Et elle a une autre interprétation de ce verset. Elle dit, non, on est créé d'emblée à plusieurs. Dieu crée les hommes au pluriel. Et la différence de sexe n'est qu'un exemple de cette pluralité. Voilà, je crois que j'ai perdu un peu de monde, mais non, ça va? C'est intéressant, c'est-à-dire que on ne peut pas penser la vie humaine au singulier. La vie humaine, elle est toujours à penser au pluriel. Et ça va avoir un impact sur notre vie. Qu'est-ce que ça a comme impact que nous habitons ce monde à plusieurs et ensemble? Qu'on n'est jamais une île isolée, jamais. Même si on peut avoir des moments d'intimité, de solitude, d'isolement, on est toujours en nous, depuis qu'on est né au pluriel. Alors, quel est l'intérêt d'habiter un monde à plusieurs? Hannah Arendt va souligner que la pluralité nous permet de partager un monde commun. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort chez Hannah Arendt. Si je n'avais que mon accès pour voir le monde et pour le comprendre, je ne comprendrais pas le monde. Le monde commun, un monde commun n'existe que parce que je le partage avec d'autres et que d'autres m'expliquent ce qu'ils comprennent du monde. Ça, c'est extrêmement fort chez Hannah Arendt. J'ai besoin de l'autre pour qu'il m'explique ce qu'est la réalité. Moi, je n'ai qu'un angle. Je n'ai que mon accès, lié à ma personnalité, mon histoire, qui je suis. Pour vraiment savoir dans quel monde j'habite, j'ai besoin que d'autres me donnent leur accès à cette réalité-là. Donc c'est très fort. Quelque part, je suis handicapé si je suis seul. Le monde commun n'existe que si on se le partage par la parole. Sinon, je peux m'inventer un monde. Je peux me créer un monde. Quelque part, la folie fait ça. La folie, c'est quoi? C'est un aspect de la folie, c'est quelqu'un qui s'enferme dans une vision du monde et qui ne peut pas être rejointe par d'autres visions du monde. Et la vision du monde de la personne folle va être unique. Il va y avoir qu'un accès, et cet accès va être puissant et contesté par rien. L'enjeu, c'est que nous ayons accès à ce monde à travers plusieurs approches. Alors regardez par exemple, elle explique ça dans le... Alors, je retrouve le texte. Dans le texte numéro 1. Le monde commun, donc vous l'avez, hein, le monde commun prend fin lorsqu'on ne le voit que sous un aspect,
lorsqu'il n'a le droit de se présenter que dans une seule perspective. Voilà. C'est fort. Enfin, moi, je trouve ça extrêmement fort. C'est-à-dire que dans un groupe, s'il n'y a qu'un accès à la réalité, quelque part, on perd le monde commun. C'est parce que je peux parler avec d'autres de ce que je ressens ou de ce que je vis que je peux continuer à exister vraiment dans ce monde-là. Quelque part, Hannah Arendt nous dit « l'intériorité peut être dangereuse. Si je n'en sors pas, elle va me mettre en danger. Parce que je n'existe réellement que grâce aux autres. Que parce qu'on partage quelque chose de notre vision de la vie. » Voilà. En mettant des mots sur ce que je vis et en les disant à d'autres, en voyant la réaction de l'autre par rapport à ce que je lui dis, ça me permet de réguler quelque chose de ce que je comprends de moi. Alors regardez par exemple le texte 2. Quelque intensément que les choses du monde nous affectent, quelque profondément qu'elles puissent nous émouvoir et nous stimuler, elles ne deviennent humaines pour nous qu'au moment où nous pouvons en débattre avec nos semblables. Tant que je n'ai pas débattu de quelque chose avec quelqu'un, je peux me raconter un film. L'humanité se joue dans le partage que je fais de ma parole. C'est pas rien, hein, parce que ça bouleverse. Nous, on a un peu de mal, hein, parce que ça nous bouleverse. On est tellement ancré sur notre singularité et notre intériorité, et avec aussi raison, que basculer en disant « mais non, je ne suis moi que parce que les autres sont au pluriel et que je communique avec eux », pour nous, c'est un peu compliqué. Regardez le texte numéro 3. La principale caractéristique de l'homme de masse n'est pas la brutalité ou le retard mental, mais l'isolement et le manque de rapports sociaux normaux. Alors, Hannah Arendt a beaucoup travaillé la question du totalitarisme, et elle a commencé à travailler, elle est morte en 1975, elle a commencé à travailler tout ce qui était, tout ce qu'elle appelle là l'homme de masse, c'est-à-dire la massification, les sociétés où personne n'existe. Et c'est pas forcément dû à un totalitarisme. Je veux dire, dans certaines versions de notre capitalisme, les individus n'existent plus. Hein? Il y a des sociétés qui ne sont pas d'emblée totalitaires, qui sont démocratiques, mais les masses, le fait qu'on ne reconnaisse plus l'individu, qu'il ne puisse plus partager avec d'autres, la massification peut entraîner, elle dit, si plus personne n'existe au pluriel, on va vers l'isolement et le manque de rapports sociaux normaux. Et puis elle dit aussi sur, par exemple, elle dit nous n'existons réellement que quand nous prenons par exemple la parole en public dans des institutions comme les syndicats, comme les partis politiques, comme, moi je rajouterais les religions, comme, voilà, on a besoin, sinon on s'enferme dans notre privé, dans notre sphère privée. Et dans la sphère privée, est-ce que j'existe? Oui, j'existe, mais j'existe grâce à l'intimité de la famille que j'ai créée. Mais j'ai besoin absolument de me confronter à l'humanité plurielle. Et donc de débattre avec d'autres de la société que je veux, de la vie que je veux, voilà. Hannah Arendt souligne donc que la pluralité vécue, quand elle est vécue par un échange réel, par des discussions, par des rencontres, par des partages, par des disputes même, hein, des confrontations même un peu, voilà, où tout le monde n'est pas d'accord, c'est une force. Et elle souligne bien dans pas mal de ses ouvrages que le totalitarisme, quand il se met en place, il s'attaque d'abord à la pluralité. Parce que la pluralité est une force de contestation. C'est une force tout court, la pluralité vécue. Donc le totalitarisme cherche à ramener la pluralité à l'unité, parce que dans l'unité, plus personne n'existe. Quand l'unité est imposée et non pas l'aboutissement d'une discussion, plus personne n'existe.